Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes au Canada, nous sommes déplacés dans la ville d'Ottawa, une ville forte en symbole qui est la capitale, le cœur des institutions canadiennes. Nous allons y rencontrer quelqu'un qui est d'origine camerounaise, qui a commis un livre que vous connaissez désormais très bien, ce livre Cameroun avec K. Je vais vous lire la 4e page avant de donner la parole à notre invité. Dans les années 1950 et 1960, les dirigeants français ont mené au Cameroun une guerre secrète. Pour garder la mainmise sur ce pays clé de son empire, la France a inventé une politique africaine néocoloniale. Alors qu'elle écrasait dans le sang le mouvement nationaliste porté par l'Union des populations du Cameroun, UPC, elle octroya au pays une indépendance de façade et plaça à sa tête une dictature amie. S'appuyant sur d'innombrables témoignages et sur des milliers d'archives, les auteurs détaillent les étapes de cette guerre méconnue. Ils racontent comment furent assassinés un à un les leaders de l'UPC, Ruben Oumniobé en 1958, Félix Momia en 1960, et Ernest Ouandjé. Il montre comment l'administration et l'armée française, avec leurs relais locaux, ont conduit une effroyable répression. Bombardement des populations, escadron de la mort, lavage de cerveau, torture généralisée, etc. Et ils expliquent finalement pourquoi cette guerre, qui a fait des dizaines de milliers de morts, a transformé le Cameroun en laboratoire de la France-Afrique. Ce pacte néocolonial grâce auquel les élites françaises et africaines s'accaparent les richesses du continent et privent les peuples de leurs droits. Notre invité est l'un des co-auteurs de ce livre. Bonjour Jacob Tazita. Bonjour Franck. Jacques-Yves Monfort. Jacques-Yves Monfort. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Alors, que faites-vous au Canada déjà? À Ottawa? Je suis en train de préparer une thèse dont l'ambition est de démontrer le rôle des subalternes dans la guerre contre la domination française au Cameroun. Ah, c'est un peu la suite de ce livre. Oui, c'est mettre en exergue le rôle des hommes communs, les laisser pour compte dans cette guerre contre le colonialisme français. Et ces laissés pour compte pourraient être qui? Monsieur Lambda, monsieur qui? Les laissés pour compte, c'est des hommes comme des moniteurs d'école, c'est les femmes, c'est les enfants qui ont participé aussi à la lutte contre le colonialisme français. Je vais un peu vous titiller, j'aime bien ça. Est-ce que c'est pour ne pas se voir taper sur les doigts que vous avez choisi Ottawa pour une telle thèse? Vous aurez choisi Paris, ça aurait été bien compliqué, non? Non, c'est parce que le terrain de recherche était très favorable au Cameroun que j'ai préféré un peu de difficulté du côté d'Ottawa. Terrain de recherche très favorable au Cameroun. Bon, lisez entre les lignes. Alors, Jacob Tazita, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici. Nous sommes à l'Université d'Ottawa, au Canada. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici pour parler de ce livre qui est paru il y a de cela 9 ans maintenant. C'était en 2011. Oui. Cameroun avec K. Pourquoi Cameroun avec K déjà? Cameroun avec K, c'est cette ambition de réunifier ce Cameroun qui a été divisé au terme de la Première Guerre mondiale par la France et la Grande-Bretagne qui se sont accaparés et ont administré sous le mandat de la Société des Nations. Mais vous aurez pu garder le C. Non, c'est le Grand Cameroun, le Cameroun allemand. Était avec le K. Oui. Donc écrit en allemand. Oui. Très bien. Vous êtes un peu nostalgique de cette époque-là, on a l'impression. Non, c'est l'idée d'unifier les deux territoires qui ont été divisés. C'est pour cela que les nationalistes ont utilisé cette graphie. Ah ben voilà, vous voyez, vous avez apporté une vraie information là que beaucoup de Camerounais ne savaient pas. Les nationalistes ont choisi la lettre K dans une ambition de réunifier les deux Cameroun divisés en deux. Beaucoup ne savaient pas pourquoi K.
dont les questions sont souvent venues comme ça. Alors, Jacob Tatinsa, comment est venue l'idée d'écrire ce livre qui a nécessité sans doute beaucoup de recherches vu le volume du livre? Comment est née l'idée? L'idée est née des souvenirs d'enfance parce que je suis né dans la zone où a eu lieu ce conflit et je passais mes vacances entre l'ouest Cameroun et Haute-Terre et le littoral, notamment Bouba-Tombel et Douala. Et au cours des différents voyages, je souffrais de diverses barrières de contrôle qui étaient en route. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en plus, ma mère me racontait les affres de cette guerre et nous sommes allés au marché un jour, j'étais tout petit, j'ai vu les hommes couchés par terre, dos par terre et les yeux rivés vers le soleil et je ne comprenais pas. On disait que c'était le Calais-Calais, alors c'était des mesures de répression instaurées par l'administration franco-camerounaise. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai cherché à mieux comprendre quand le professeur a parlé du mouvement nationaliste camerounais. Et j'ai voulu donc creuser pour comprendre ce qui s'était donc passé concrètement dans cette région ou au Cameroun en général. Vous avez une formation d'historien, hein? Oui. C'est bien cela. Oui. Est-ce que ce serait pas tout ce que votre maman vous racontait qui a aiguisé en vous cette envie de devenir historien? Pas absolument. Dès le bas âge, quand je suis arrivé au lycée, je voulais être médecin. Donc je voulais faire la médecine. C'est parce que les concours étaient très viciés que j'ai dévié vers la littérature et par conséquent, j'ai choisi de faire l'histoire. Je voulais faire de la géographie, mais le matériel pour faire géographie coûtait tellement cher, il fallait le présenter pour être inscrit en géographie. Je vois. Pourquoi je vous pose cette question? Vous permettez, chers téléspectateurs, que je vous dise les choses franchement. Je suis également bamileke comme vous, et ma maman a vécu ce que vous avez vécu. Elle a vécu le passage au peloton de mort de Naïm Pierre, qui fut le plus jeune ministre camerounais, ministre de la Santé, je crois bien. Oui. Et m'en parlait tout le temps, depuis mon bas âge. J'ai voulu être ingénieur, j'ai même fait électrotechnique, mais je suis finalement revenu dans un cursus qui m'a conduit au journalisme. Et je peux vous dire qu'à l'école, vous demanderez au collège Victor Fotso à Banjoun, j'étais premier en histoire et je ne savais pas pourquoi. Donc tout ce que ma mère me racontait a dû aiguiser en moi cette envie de toujours faire des recherches, mener des enquêtes pour comprendre. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question-là. Oui. L'histoire de Kandem Neim, c'est une histoire très croustillante sur laquelle j'aimerais qu'on puisse revenir un peu en détail. D'accord, on va noter ça donc. Neim, on reviendra. Alors, sur ce livre, vous avez travaillé avec Thomas Deltombe, Manuel Domingue. Comment s'est fait votre collaboration? Est-ce que vous connaissiez avant l'écriture du livre ou bien c'est cette histoire qui vous réunit? Non, avant l'histoire du livre, on ne se connaissait pas. C'est juste du fait que j'ai participé dans la réalisation du film intitulé Assassinat de Félix Roland Moumier, qu'après la diffusion de ce film, ils ont cherché à savoir s'ils pouvaient rentrer en contact avec moi à travers le réalisateur Franck Garbelli. Franck Garbelli qui est suisse, hein? Oui. Voilà. Et c'est par ce canal-là qu'ils ont pu me retrouver. Vous êtes bamileke, nous le sommes. Quel sentiment avez-vous lorsque vous vous rendez compte que ce sont des étrangers qui viennent faire des recherches sur notre histoire? Bon, il faudrait aussi comprendre les écueils que rencontre le chercheur qui voudrait s'intéresser à ce genre de questions. Pour pouvoir comprendre le manque d'engouement
des Camerounais, mais je ne dirais pas tellement manque d'engouement, mais il y a quand même des timides avancées de chercheurs camerounais qui s'intéressent à cette question. Mais le chercheur qui s'engage à explorer cette question rencontre d'abord le silence des témoins, l'accessibilité aux archives. Les archives ne sont pas vraiment très bien classées, ce qui fait que quand vous vous engagez à fouiller dedans, ce n'est pas aisé. Vous pouvez visiter les archives de l'Ouest et vous en témoignerez de vos propres yeux. Aux archives de Yaoundé, ce n'est pas très facile pour le chercheur qui s'y engage à fouiller dans les archives. Ce n'est pas bien classé comme dans les archives françaises où j'ai fait quelques séjours. Et ça voulait dire qu'il y a quand même des archives au Cameroun? Il y a effectivement des archives au Cameroun. Et il y a même des archives qui ne sont presque pas consultées, notamment les archives de la police qui sont très riches. De la police camerounaise? Oui. On appelle ça le fichier central. Ces archives sont c'est au niveau de la province, ce qu'on appelle vulgairement la province. À Loncac. Oui, ça c'est là où se trouvent les archives de la police, notamment le fichier central. À la Sûreté nationale, vous voulez dire? Le fichier central, oui. C'est pour que les historiens... C'est plus riche que les archives... c'est plus riche que les archives nationales. Parce que j'ai des amis qui ont eu à travailler là-bas, des amis archivistes qui m'ont bien expliqué comment les notes sont bien classées là-bas, mais nous on n'a pas accès. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir accès aux archives, à la division de l'Ouest Cameroun créée par Maurice Delaunay, qui est localisé au commissariat spécial de Tchang. À votre avis, pourquoi ces archives de la police camerounaise sont-elles fermées au grand public ou aux étudiants? Bon, officiellement, c'est la législation qui encadre l'accès aux archives, bien sûr. N'y aurait-il pas une envie de cacher la vérité aux Camerounais? Bon, c'est de bonne guerre parce qu'on est encore là avec un pouvoir pro-français, un pouvoir soutenu par la France à bout de bras jusqu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils aimeraient qu'on fouille dans leur placard. Ouais. On comprend bien. Alors, on va entrer dans le cœur de cette histoire, même si vous l'avez déjà raconté 100 fois. Tous les Camerounais ne sont pas encore au parfum de cette histoire. Alors, vous dites dans ce livre, je me base sur la 4e page, hein, car si on veut, chers téléspectateurs, ouvrir page après page, on en aura pour au moins un mois ici. Même les caméras finiraient par se fâcher. Alors, vous dites que entre 1950 et 1960, les dirigeants français ont mené au Cameroun une guerre secrète. Pourquoi vous l'appelez guerre secrète? Guerre secrète parce que quand elle se déroulait, quand elle se déroule, il y a tout un silence de la presse française et camerounaise tout autour des opérations. La zone est même frappée d'interdiction. Si vous regardez le cahier, les images qui sont à l'intérieur du livre, vous verrez une plaque sur laquelle on dit zone interdite. Il est marqué là, sur la plaque, zone interdite. Ça veut dire que les journalistes n'avaient pas accès. Ce n'est que quelques rares journalistes pro-français qui avaient accès à cette zone. Ça veut dire qu'il y avait une volonté bien définie d'empêcher la presse de faire son travail, la presse libre de faire son travail au Cameroun à cette époque-là. Bien sûr. Ça veut dire que les autorités françaises, on ne peut pas dire les autorités franco-camerounaises, car en 1950, le Cameroun n'existe pas en tant que nation. Non, n'oubliez pas que le silence est une autre arme de guerre. Garder le silence sur les opérations militaires, c'est avoir de l'ascendance psychologique sur celui qu'on est en train de combattre. Parce que nul ne saura ce qui se passe sur le terrain. Et vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur celui que vous combattez. Ça veut dire que, outre les armes conventionnelles pour mener ce que vous appelez guerre, je mets les guillemets encore là-dedans, il y avait aussi cette volonté, une autre arme
qui était le silence. Oui, c'est l'arme psychologique qui fait partie de tout un ensemble d'armes dites psychologiques qu'on utilise lors des opérations militaires. Cette guerre, encore entre guillemets, était-elle vraiment secrète dans la mesure où, lorsque des avions de bombardement agissent ici, à 50 km ou à 100, on peut entendre les crépitements, oui ou non? Mais ça reste dans la zone qui est en guerre. Si personne n'observe pour rapporter dans la presse, qui saura? Oui. Les populations la zone était bouclée, donc pour sortir de ces zones d'opération militaire, il fallait avoir un laissez-passer. D'accord. Dites-moi, entre Buea et Douala, il peut y avoir combien de kilomètres de distance? Entre Buea, qui est le chef-lieu du sud-ouest du Cameroun, il peut y avoir quoi comme distance? 50 km, 100 km? Je pense que la distance peut osciller entre 65 et 80 km. Très bien, donc c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Quand j'arrive au Cameroun, je prends une voiture pour aller à Buea. Lorsque ça roule bien, j'ai 1h, 1h20 parce que les routes ne sont pas assez bonnes. Et entre Bafoussam et la zone anglophone du Cameroun, il peut y avoir quoi Quand vous dites entre Bafoussam et la zone anglophone, tu sais, du côté du département des Bambutos actuels, c'est tout proche. C'est tout proche de la zone anglophone. Alors, je suis allé jusqu'aux chutes de la Médji, que vous connaissez sans doute. Oui. À partir de là, pour la zone anglophone, on n'a pas 50 km. Oui. On n'a pas 50 km. Oui. Cela signifie que les armes qui crépitaient du côté de la MIFI, ceux qui étaient du côté de la zone anglophone ne peuvent pas dire ne pas savoir que les armes crépitaient à côté. Loin de là, à travers les réfugiés qui quittaient la zone en conflit pour rejoindre le Cameroun britannique, on savait effectivement qu'il y avait une guerre qui se déroulait sur le territoire du Cameroun sous administration française. Cela signifie qu'on peut aisément qualifier les Britanniques de non-assistance à personne en danger. Ah non, les Britanniques ont coalisé avec les Français pour combattre les nationalistes camerounais. N'oubliez pas qu'en 1957, sous la pression du gouvernement français, les Britanniques ont expulsé les nationalistes camerounais vers Khartoum avant qu'ils se sont éparpillés en Égypte, en Algérie, au Maroc, ainsi et à travers le monde. Aujourd'hui, si les Camerounais ont des comptes à demander à quelqu'un, ça ne peut pas être qu'à la France. Non, c'est également ils peuvent demander les comptes aux Britanniques. Parce que les Britanniques savaient que du côté de l'administration du Cameroun français, les autorités ou l'armée torturaient. Mais ils ont jusque-là expulsé les Camerounais qui s'étaient réfugiés du côté du Cameroun britannique. Dit par un historien, on sait le sérieux qu'ont les historiens, dont vous avez certainement documenté cette partie-là. Nous l'avons documenté parce que tout récemment, les Britanniques ont ouvert leurs archives et dans leurs archives, on peut effectivement avoir la liste de tous ceux qui ont été expulsés. Renvoyés au Cameroun francophone ou renvoyés du Cameroun tout court? Non, envoyés du côté du Cameroun francophone. C'est quelques-uns qui ont eu la chance d'être expulsés vers d'autres pays. Donc, je vous donnerai l'exemple d'un nationaliste qu'on appelait Siponfo Gaspard. Il a été arrêté en 1958 et les Britanniques l'ont remis aux Français au niveau de la frontière qui se situe entre le département des Bambutos et puis la zone anglophone, notamment à Babadjou. Après cela, il a disparu, donc on n'a pas de ses traces. Il y a également Marcus Mondi qui a disparu dans les mêmes circonstances,
qui sont des Camerounais qui se sont réfugiés au Cameroun britannique. Sachant que les chutes de la Métier, qui se trouvent à la frontière de la MIF et du Bamboutos, dans ces chutes-là étaient précipités les nationalistes camerounais. On peut aisément imaginer que ces deux personnes que vous venez de citer y ont été également précipitées. On n'a pas les preuves qu'ils ont été précipités là-bas, mais beaucoup de nationalistes ont été précipités dans cette chute. Notamment quand je parcourais les archives, j'ai vu dans une note de renseignement au sujet de Nicodème, alias Jacob Fossi. Jacob Fossi, dont la fille est Louise Meka Fossi. Le commissaire, le gendarme qui a fait la note, a précisé en bas de sa note, me voir avant de le libérer, sur la note de renseignement concernant Fossi. Mais après cette date, on n'a plus eu de nouvelles de Jacob Fossi. Me voir avant de le libérer. Oui. On pourrait croire en vous écoutant qu'il était prévu qu'on le libère, pourtant le libérer était le tuer, car on l'a amené aux chutes de la Métier. On ne peut pas amener quelqu'un pour le précipiter alors qu'on devait le libérer. Bon, ce qui prouve que des gens étaient précipités dans la chute de la Métier, c'est que le gendarme André Outard a disparu en 1959 et les témoignages oraux disent que c'est Jacob Fossi qui l'aurait entraîné dans les chutes de la Métier. Et le journal de marche retrouvé dans les archives françaises dit que Outard a disparu au cours d'un service de nuit. Ah, service de nuit. Ce qui corrobore la thèse de ceux qui disent qu'on entraînait les nationalistes camerounais aux chutes de la Métier dans la nuit. Et ces disparitions ont été également confirmées par le chef livre Sokunju, Jean Rameau. Le roi des Bamandjou. Le roi des Bamandjou. Nous saluons, bien sûr. Qui a fait partie d'un groupe de personnes qui devaient être précipitées dans la chute et qui lui-même a témoigné avec les chaînes derrière une jeep qui accompagnait le peloton d'exécution. C'est lui seul qui a été épargné parmi la 80aine de personnes qui devaient être précipitées dans les chutes ce jour-là. Puisque les disparitions, il paraît, se faisaient par vagues. Ce n'est pas en un seul jour qu'on précipitait. C'est plusieurs vagues de personnes qui ont été entraînées vers ces chutes. Cela signifie qu'aujourd'hui encore, Jacob Tatsinsa, corrigez-moi si je me trompe, de nombreuses familles camerounaises, Bamileke ou Bassa, il faut bien le dire, sont sans nouvelles de leurs, et ceux-là n'ont pas de sépulcre, on ne sait même pas, ils ont totalement disparu, tout simplement. Ils sont évaporés. Il y en a beaucoup de familles comme ça, il y a beaucoup de familles comme ça. C'est juste que des gens n'ont pas fait de recherches systématiques pour retrouver ceux qui ont perdu les proches à cette période. Et j'encourage les chercheurs courageux à pouvoir se pencher sur cet aspect. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire parler certaines personnes. La première personne victime directe qui m'a parlé il y a bientôt 10 ans fut Louise Meka Fossi, la fille de Fossi Jacob, donc, qui a aussi commis un livre, Les profondes blessures d'une chute, paru il y a 3 ans environ. Ce fut pas du tout facile de l'amener à parler. Et à la suite, j'ai eu 2-3 autres personnes, mais c'est extrêmement difficile de recueillir des témoignages de victimes. Comment avez-vous fait pour voir ceux que nous retrouvons dans ce livre-ci? C'est un travail de longue haleine parce que nous-mêmes, nous avons eu ce genre d'expérience où des gens avaient du mal à parler. Et il faut les comprendre aussi parce qu'il y a des événements dont beaucoup n'aimeraient pas qu'on y revienne, notamment les scènes de torture qu'ils ont vécues parce que lors des interviews, ça leur revient, ils revoient encore les mêmes scènes et c'est très pénible pour eux. Même des gens qui ont aussi été des tortionnaires ont cette difficulté à parler.
Je dois rester journaliste, mais c'est difficile car ma mère l'a vécu. Et donc ma famille aussi a perdu plusieurs personnes dans ces mouvements-là. Pourquoi la France voulait-elle se débarrasser de ces nationalistes-là, Jacob Tatinza? Pourquoi la France voulait-elle se débarrasser de ces journalistes? De ces nationalistes. De ces nationalistes. C'est une longue histoire. Vous devez comprendre que après la Deuxième Guerre mondiale, la France avait un mandat. Après la Première Guerre mondiale, les pays comme la Syrie et le Liban étaient aussi sous mandat français. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, la France s'est retrouvée contrainte d'abandonner ce qu'elle a investi dans la construction des infrastructures ferroviaires et aéroportuaires en Syrie et au Liban. Avec cette perte, ces spécialistes ont réfléchi et en regardant ce qui se passait en Afrique, notamment au Cameroun, où il y avait déjà le réveil du nationalisme, ils ont dit il ne faudrait pas que nous perdons aussi les intérêts au Cameroun comme nous venons de les perdre en Syrie et au Liban. Et pour cela, il faut prendre des précautions en investissant dans les points stratégiques du Cameroun, en noyautant la politique camerounaise et son économie. Pour cela, ils ont envisagé des baux amphithéotiques. Un bail amphithéotique, c'est un contrat d'environ 99 ans. Ça veut dire qu'ils ont acquis par abus les terrains sur lesquels se trouve le port de Douala, le barrage de Déa, les différents aéroports qui existaient à cette période-là, les petits aéroports qui existaient, même l'aéroport de Bafoussam, parce que dans les archives, j'ai vu que ces terrains ont été rétrocédés en 1975, ce qui confirme que le plan concordé en 1950 a été effectivement réalisé. Et dans les propositions faites par les spécialistes au gouvernement français en 1950, après cette perte des intérêts au Liban et en Syrie. Liban en Syrie, ils ont donc planifié faire passer des lois leur permettant ces investissements dans les points stratégiques à l'Assemblée camerounaise, à l'insu des députés. Et c'est pour cela qu'ils ont donc fait des élections truquées pour mettre des hommes acquis à leur intérêt en place à cette période. Les élections truquées, ça ne date pas des Camerounais, ça date des Français. Ah oui, je le savais à l'occasion en Côte d'Ivoire où Faux-Bonnier avait eu du mal, mais bon. Donc c'est dans cette perspective qu'ils ont noyauté la politique camerounaise et fait en sorte que le mouvement nationaliste ne puisse pas participer aux élections pour se retrouver à l'Assemblée et être vigilant sur ce texte-là qui a permis de mettre un pouvoir ami qui est là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, oui, car Paul Biya, c'est la continuité d'Aïdjo. Oui. Alors, on peut comprendre qu'ils ont truqué, que les Français ont truqué les élections pour empêcher l'union des populations du Cameroun d'être à l'Assemblée nationale et d'être vigilants. Maintenant, ma question initiale était pourquoi avoir décidé de les éliminer un à un, comme vous le dites dans ce livre? Pour qu'ils ne puissent pas accéder au pouvoir et empêcher
à la France de bénéficier du point géostratégique économique constitué le Cameroun. Vous devrez comprendre cela. Parce que le Cameroun, pour la France, occupe une position géostratégique déterminante. Pour avoir accès au Tchad, il faut passer par le Cameroun. Pour avoir accès à la Centrafrique, il faut passer par le Cameroun. Donc le Cameroun occupe une place centrale dans la géostratégie française, notamment et également pour les intérêts économiques de la France. C'est pour ça qu'elle s'accroche et il faudra une lutte sérieuse pour se défaire de cette mainmise de la France sur le Cameroun. Les nationalistes, les trois les plus connus, tous assassinés, on peut se demander, on savait, la France savait donc qui il fallait éliminer. Pourquoi s'en prendre aux populations civiles? Car vous et moi savons, et les archives l'ont démontré, qu'on encercle des populations à Douala ou à l'ouest du Cameroun, on les exterminait. D'ailleurs, des fosses communes sont trouvées ces jours-ci, et l'article publié par le journal Le Monde tout récemment, c'était au mois de décembre, en parle encore. Pourquoi s'en prendre aux populations? C'est pour les punir de leur soutien aux nationalistes. C'est pour les punir sévèrement de leur soutien aux nationalistes. Vous êtes d'accord avec moi que ces populations étaient des civils? Bien sûr, c'était des civils. S'en prendre aux civils qui n'ont rien pour se défendre. Parle-t-on toujours d'une guerre là? C'est de l'infrapolitique. Mais parle-t-on toujours d'une guerre lorsque une armée s'en prend aux civils? D'après vous, on parle de quoi quand... Ah ben c'est vous l'historien. Parle-t-on toujours d'une guerre lorsqu'une armée... Le politicien, la base arrière du politicien, ce sont ses militants. Et les militants, c'est les populations. Oui, Jacob Tetsinsa, nous n'allons pas jouer au chat à la souris. Une guerre se livre entre armées. Oui, c'était une guérilla, ce n'était pas deux armées face à face. On avait affaire à un mouvement nationaliste qui recourait aux techniques de guérilla, où c'est tout à fait normal. Alors, ces personnes, ces civils qu'on encerclait et qu'on exterminait, chers téléspectateurs, ce n'est pas du révisionnisme. Hein? Vous prenez le livre, ce livre, vous le lisez. Vous prenez ensuite celui de Constantin Melnik, qui était français et était dans l'appareil française à l'époque, intitulé « La mort était leur mission ». Vous le lisez. La première partie, de la page 1 à la page 172, concerne l'Algérie. À partir de la page 173, c'est le Cameroun. Lorsqu'une armée s'en prend à une population civile, qui n'a que des bâtons pour se défendre, peut-on encore parler d'une guerre? C'est la troisième fois que je vous pose cette question, Jacob Tetsinsa. C'est une technique de guerre parce que il fallait, les nationalistes étaient dans la population comme le poisson dans l'eau. Il fallait séparer les nationalistes de la population. Et c'est pour cela qu'on a regroupé les populations dans des camps de concentration, dit-on, pour pouvoir aisément pourchasser et exécuter les nationalistes. C'est une technique de guerre révolutionnaire. C'est des méthodes de techniques de guerre révolutionnaire. Bien. Jacob Tetsinsa, l'on sait aujourd'hui que dans ces camps de regroupement étaient ensuite brûlés. Est-ce que vous contredites cela? Il y a des camps qui étaient attaqués, surtout par les nationalistes qui ne voulaient pas être séparés de la population. Y a-t-il eu des camps attaqués par l'armée française? C'est l'armée française qui constituait les camps de regroupement. D'accord, je vais pour formuler ma question. Y a-t-il eu des camps attaqués par l'armée française au Cameroun? Les camps de regroupement?
Oui, des camps de regroupement, bien sûr. Je précise encore que c'est l'armée française Qui regroupaient les gens. qui regroupait les gens. Mais ma question, c'est y a-t-il eu des camps de regroupement attaqués par l'armée française? À ma connaissance, non. Non. Bien. Alors, des témoignages de plusieurs Camerounais, notamment dans cet article récent du journal Le Monde, qui est un journal sans doute sérieux, il y en a qui accusent l'armée française d'avoir utilisé des armes de destruction massive pour exterminer des Camerounais. Est-ce que vous avez connaissance de cela? D'après le témoignage de Mars Bardet, il y a eu usage des bombes au phosphore. Des bombes au phosphore. Alors, pouvez-vous expliquer pour que l'enfant qui a 10 ans comprenne ce que c'est qu'une bombe au phosphore? Une bombe au phosphore, pour faire l'expérience de cela, ça veut dire que vous prenez une bûchette d'allumettes, vous prenez soin d'enlever le bout qui brûle là, vous entassez soigneusement ce que vous avez pu obtenir des bûchettes d'allumettes et vous essayez de mettre le feu pour voir comment se comporte une bombe au phosphore. C'est comme cela que ça brûle. Et donc ça explosait et ça brûlait. Ça brûle. La bombe au phosphore brûle. D'accord. Qui utilisait la bombe au phosphore? C'est l'armée française. C'était pour brûler quoi? Des arbres ou des humains? C'était pour punir sévèrement les nationalistes camerounais qui tenaient tête à ne pas sortir de leur base arrière pour retrouver les camps des colonialistes, les camps de regroupement. Parce que pour recourir à cette arme, l'armée française a d'abord donné des injonctions que, bon, oui, le moment est venu pour vous de choisir entre vous rendre ou être traité comme tel. Et lors du regroupement de la population, c'est ce genre de bombardement aux roquettes qui était utilisé pour détruire les maisons. Donc, il y a eu l'usage de ces bombes au phosphore et des roquettes incendiaires. Les roquettes incendiaires, c'est des roquettes qui tiraient sur une maison. Dès que la cible est atteinte, elle prend feu. Sur une maison? Oui. Alors, Jacob Tatsinsa, ne peut-on pas simplement imaginer que des nationalistes reclus dans une maison pouvaient retenir des personnes civiles et leur dire vous ne bougez pas? Et ces roquettes arrivaient, tuaient et des nationalistes et des personnes innocentes. Bon, en histoire, on ne fonctionne pas sur la base des si. On fonctionne sur la base de ce qui a eu lieu. Ce qui a eu lieu. Est-ce que ce genre d'acte a été commis? Des innocents qui sont morts parce que des nationalistes étaient avec eux. Pour vous qui avez fouillé un peu plus que moi, est-ce que ce genre d'acte est arrivé au Cameroun? Je ne me souviens pas que des nationalistes aient utilisé des civils comme des boucliers quand même. Le témoignage de ma propre maman fait état de cela. Oui. Qui l'a vécu? Ma mère naquit dans les années 40. Et comment cela s'est passé? Et voilà, des nationalistes arrivaient dans une maison et prenaient des gens comme des boucliers. Donc lorsque ce genre de roquettes arrivait, des civils perdaient leur vie également. Ma propre mère, née dans les années 40, m'a fait ce genre de témoignage. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est un travail à poursuivre en profondeur pour pouvoir retrouver des points cachés comme celui que vous révélez actuellement. Vous n'avez jamais eu connaissance de cela? Non. Il y a encore beaucoup de travail à faire alors. Oui, il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Même comme s'il y a les gens qui disent qu'on a déjà tout écrit au sujet du combat de l'UPC pour l'indépendance du Cameroun. Dites-moi, Jacques Edouard-Tinsa, dans cet article toujours du Monde, qui ressemble à s'y méprendre à ce que vous écrivez dans ce livre Cameroun, que je vous invite à lire, vous pouvez vous le procurer via Amazon, on peut le trouver sur Amazon. Hein? Oui. Cameroun avec K, le titre, Une guerre cachée
aux origines de la France-Afrique, 1948-1971. Donc sur Amazon, vous le trouvez. Au Cameroun, où peut-on le procurer? À la librairie des peuples noirs, à la montée SNI Pau Central. D'accord, librairie des peuples noirs, c'est juste derrière la SNI, ça? C'est à la maison dit Don Bosco. Don Bosco, donc en face de la SNI, lorsque vous montez la poste centrale pour aller vers Eldorado, juste 50 mètres. Oui. À cet endroit, vous retrouverez donc ces livres à Douala, à Bafoussam. À ma connaissance, c'est surtout à la librairie des peuples noirs là, à Yaoundé qu'on le retrouve. Très bien. On peut aussi le retrouver à Messa Press, mais je ne sais pas s'ils ont encore des exemplaires. Très bien. Alors, il n'y a pas que les Camerounais qui s'intéressent au Cameroun. Un Tchadien, un Centrafricain qui veut le lire se le procure comment? En ligne. En ligne. Amazon. On a vu comment il est difficile de payer avec sa carte dans certains pays d'Afrique. Mais bon, voilà, vous savez que ça existe. Vous allez sur Internet, vous le trouverez. Alors, Jacob Tatinsa, beaucoup de Camerounais qui se sont documentés comme vous, moins que vous, un peu plus que vous, parle de génocide camerounais en évoquant cette sombre période de l'histoire du Cameroun. Vous, comment la qualifiez-vous, cette période-là? Le génocide, suivant la définition des Nations Unies, c'est la volonté d'éliminer un groupe, soit ethnique, racial, et par extension, un groupe politique ayant une couleur politique. Un groupe ayant une couleur politique. Vous venez de m'expliquer là que l'armée française avait pour mission d'éliminer un groupe politique, les nationalistes de l'UPC. Oui, les UPCistes, ceux qui se réclamaient et militaient pour l'UPC. C'est donc un groupe politique. Oui, c'est dans ce contexte-là qu'on peut parler du génocide des UPCistes. Il y a donc eu un génocide au Cameroun. Des UPCistes. Un génocide est un génocide. Ce sont des humains, ils sont des UPCistes. La volonté d'exterminer les UPCistes. J'ai l'impression que vous me baladez un peu. Je ne me balade pas, mais... Politiquement correct. Non, pas politiquement correct. Je m'appuie sur la définition des Nations Unies. Ce n'est pas notre langue maternelle, la langue française, mais nous l'avons tous apprise. Vous venez de me dire que la définition du mot génocide, c'est lorsqu'on planifie d'éliminer un groupe ethnique, oui, un groupe racial ou un groupe coloré politiquement. Oui, par extension. Par extension. Ce groupe-là n'est pas né politique. Ce sont des humains. Vous êtes un être humain. Bon, vous n'êtes pas qu'un historien, vous êtes d'abord un être humain avant de devenir historien. Oui. Je suis un être humain avant de devenir journaliste. Oui. L'UPC, c'est un être humain avant de devenir UPCiste. Oui. C'est un humain. Oui. Donc lorsqu'on décide d'exterminer un groupe coloré UPC, on décide d'exterminer des humains. Oui. Est-ce un génocide ou non pour vous? Génocide des UPCistes, des gens qui étaient qualifiés d'UPCistes ou qui étaient partisans de l'UPC. L'UPC n'est pas un être humain. Un génocide ne concerne qu'un être humain. On peut dire qu'il y a un génocide du bouquin. Il y a un génocide lorsque on tue un groupe d'humains, femmes, hommes, enfants. Lorsque vous me dites qu'il y a eu un génocide des UPCistes, on ne comprend pas, on pourrait dire qu'il y a eu un génocide des livres. Il y a eu une volonté d'exterminer les UPCistes. D'exterminer des hommes appartenant à l'UPC. Oui, de les éliminer. Vous doutez bien, Jacob Tatine, ça ne seront pas faux. Même ceux qui étaient soupçonnés d'être UPCistes ont subi. Êtes-vous d'accord ou pas? Oui, ceux qui étaient soupçonnés ont subi. Alors, oui. Lorsqu'on soupçonne quelqu'un, on n'a pas de preuves. Oui. Mais il subit. Oui. Donc, on a exterminé un homme dont on n'est pas sûr qu'il est UPCiste. Vrai ou faux? Oui, ça peut se dire. C'est pas ça peut, ça se fait.
Oui, ça se fait des innocents qui sont morts. Qui sont morts parce que soupçonnés. Oui, parce qu'on les soupçonnait d'être des UPCistes. Pourquoi jouez-vous sur le mot Jacob Tatinza, vous qui êtes historien respecté? Y a-t-il eu un génocide humain au Cameroun, oui ou non? J'ai bien dit humain, pas UPCiste. Là, c'est un peu complexe, votre question. Ce que vous... Elle est simple. A-t-on tué des humains au Cameroun sous prétexte qu'ils étaient de l'UPC? Oui, des gens ont été systématiquement éliminés parce qu'on leur reprochait d'être des UPCistes. Oui. Est-ce un génocide ou non? Politique. Est-ce un génocide ou non? Que ce soit politique ou maquisa ou chien, est-ce un génocide, oui ou non? Jacob Tatinza, vous l'historien. Dans la mesure où des gens ont été systématiquement éliminés à cause de leur couleur politique, on peut dire qu'il y a eu le génocide de ceux qui ont eu la couleur UPC au Cameroun. On peut dire, et vous, vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous, historien, co-auteur de ce livre Cameroun, vous dites quoi? Que les UPCistes ont été systématiquement poursuivis et exterminés. C'est donc un génocide de personnes, d'humains. Je pense que vous voulez m'amener sur un terrain. Les téléspectateurs veulent comprendre. Y a-t-il eu un génocide au Cameroun, oui ou non? Vous dites que génocide des UPCistes, on sait que parmi ceux qu'on appelle UPCistes, il y avait des innocents. On ne peut donc pas dire qu'il y a eu un génocide des UPCistes. Et puis UPCistes, ce ne sont que des lettres, UP, machin et tout. Ce sont des humains avant tout, c'est l'humain qui compte. Oui. Est-ce que c'est la coloration politique qui prend le dessus sur l'être humain ou le contraire? C'est l'objectif visé. C'était d'exterminer tous ceux qui se réclamaient de l'UPC. Ou qu'on soupçonnait de l'UPC. Ou qu'on soupçonnait d'appartenir à l'UPC. Aujourd'hui, qui peut prouver que tous ceux qu'on a exterminés étaient de l'UPC? Qui peut le prouver? C'est difficile à prouver. C'est difficile à prouver. On a donc massacré des humains sans être certain qu'ils appartenaient à cette mouvance qu'on voulait éliminer. Bien sûr. Je veux vous entendre dire qu'il y a eu un génocide humain au Cameroun. Je le dis face caméra. Je souhaiterais vous entendre, vous, historien camerounais, Bamileke, dire oui, il y a eu un génocide humain au Cameroun. Oui, il y a eu une extermination massive des gens à qui on reprochait d'être des partisans ou des UPCistes. D'accord, c'est tout. Oui. Il n'y a pas eu de génocide humain dans ce cas-là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pas ce que vous avez dit non plus. Waouh, c'est bien compliqué tout ça. Et par contre, oui, il y a eu du nettoyage ethnique. Ah, ça commence. Comme dit pas que ça commence. Ça a déjà commencé. Il y a eu un nettoyage ethnique. Pas que ça commence. Des supplétifs formés par l'armée et des conseillers. Quelle armée? L'armée néocoloniale. Vous ne voulez pas dire armée française? Parce que néocoloniale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je parle de néocolonial parce que ce nettoyage ethnique a eu lieu en 1966. Donc, après le semblant d'indépendance de 1960. Alors, ce nettoyage ethnique a donc été perpétré par qui? L'armée néocoloniale, c'est qui est derrière cette armée néocoloniale? Ce nettoyage ethnique a été perpétré par la milice formée pour combattre les nationalistes qui... La milice formée par qui? La milice s'appelait Autodéfense. Formée par qui? Attends, j'en viens. D'accord. C'est que lors des opérations visant à combattre les nationalistes, en 1960, l'armée française étant débordée par les nationalistes, a créé ce qu'on appelait à cette période les commandos de la garde civique, qui était une troupe formée
des combattants nationalistes retournés, c'est-à-dire des gens à qui on a promis monts et merveilles pour qu'ils rejoignent le camp de l'oppresseur pour combattre les nationalistes. Et pour cela, comme c'était des anciens nationalistes, ils pouvaient bien connaître où se cachaient les nationalistes. C'est pour ça qu'on les appelait les commandos de chasse. Parce qu'ils connaissaient presque tous les recoins où se cachaient les nationalistes, ayant été d'abord des nationalistes. Et après l'indépendance, à cette troupe de commandos de la garde civique qui aidait l'armée, on a ajouté les autodéfenses. Ça, c'était des supplétifs encadrés par des officiers français. Le nom de celui qui encadrait, le tout premier encadreur des commandos de la garde civique, c'était Kezel Coulombe. Kezel Coulombe, qui était officier français. C'était un officier français. Quand nous l'avons débusqué et qu'il nous a donné un rendez-vous, le jour du rendez-vous, mes co-auteurs l'ont appelé, mais il était mort avant le rendez-vous. Vous l'avez débusqué où en France? En France. Dans quelle ville ça? Je ne me rappelle plus de la ville, mais il est mort. Le jour Du rendez-vous. D'accord. Et revenons-en aux forces d'autodéfense qui étaient des gens faisant partie de la population qu'on triait sur le volet pour faire la garde des quartiers et pour faire aussi un peu de renseignement, dont informer les troupes, les forces de répression. C'est donc cette force formée par des officiers français qui, en 1966, notamment dans la région de Tombelle, s'est livrée à une chasse à l'homme préméditée à l'avance, et ceci est vérifiable dans les archives de Bouya, pour engager une opération le 31 décembre 1966 contre la communauté Bamileke qui habitait les environs de Tombelle et à qui il était reproché d'avoir arraché des terres aux populations locales, notamment les populations Bakossi. Officiellement, c'est ce qu'on leur reprochait. Officiellement, c'est ce qu'on leur reprochait. Et officiellement, l'autodéfense formait uniquement des ressortissants des populations Bakossi, a donc planifié et engagé ce nettoyage ethnique la nuit du 30 décembre 1966. 66. Il y a des articles concernant ce nettoyage ethnique en ligne. Quand nous faisons des recherches dans Google, on peut retrouver. Vous mangez des œufs, Jacob Tatsinsa? Pardon? Est-ce que vous mangez des œufs?